Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau déclic d'avenir. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Spotify, Apple Podcast et les autres évidemment. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles, nous on adore les étoiles. Suivez-nous sur les réseaux, @arch-mc2. Le sujet du jour concerne un thème plus que jamais d'actualité mais dont on ne parle jamais assez, les cyberattaques. Comment y faire face quand c'est le cas. Avec moi aujourd'hui pour nous aiguiller, Victor Bouillot, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Arch MC2 et Quentin Letiec, expert en cybersécurité au CERT Santé de l'ANS. CERT veut dire en bon français Computer Emergency Response Team. J'aime bien quand c'est français. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Quelques données quand même avant de commencer. Une hausse de 400% des cyberattaques en France depuis 2020. Le coût financier moyen pour une PME d'une cyberattaque est estimé entre 300 KE et 500 KE. Et les données personnelles de santé sont les plus recherchées par les cybercriminels. Ça vous évoque quoi tous les deux ? C'est le au secours, c'est le red light. C'est très juste. Et moi, ce qu'on peut remarquer en France, en tout cas, c'est que les cibles impactées principalement sont des PME. Donc 40%, c'est des PME. Ensuite, c'est à peu près 20-25%, c'est les collectivités, des départements, des villes, etc. Et après, c'est 10% des établissements publics de santé. Donc ce sont principalement des cibles qui sont plus faciles pour les attaquants et des attaques qui ont des impacts assez lourds sur ces organismes. Il faut rappeler qu'évidemment, plus on nous demande d'être cyber, d'être numérique, forcément, plus il y a d'attaques. Ça a du sens. Plus on s'expose, tout à fait. Plus on s'expose, évidemment. Victor, à nouveau, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même ce que c'est exactement une cyberattaque et pourquoi elles sont devenues si courantes aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand on a numérisé beaucoup de nos données, à chaque fois, tout à fait, on a tous nos processus qui se basent sur des systèmes informatiques, etc. Donc aujourd'hui, on va être la cible. En tout cas, ces données-là vont avoir de la valeur et peuvent être utilisées, notamment soit en les rendant indisponibles, soit en les volant, qui puissent après être utilisées pour un usage futur, entre guillemets, pour un attaquant, etc. Donc ces menaces, elles viennent de plusieurs choses, surtout aujourd'hui, en tout cas pour la France. Ça peut venir d'une volonté lucrative donc de ces données. C'est-à-dire la revente ? Soit la revente, soit l'indisponibilité des systèmes. C'est-à-dire en gros, système mafieux. C'est-à-dire je vous pique vos données, je vous les rends indisponibles et si vous les voulez à nouveau, il faut payer, c'est ça ? Exactement. Alors pour ça, on parle de ransomware, donc principalement qui est une des plus grosses craintes que peuvent avoir les entreprises ou les établissements aujourd'hui. C'est-à-dire que leurs systèmes ou leurs applications soient indisponibles et qu'ils ne peuvent plus réaliser leurs activités. Donc ça, c'est la chose qui fait entre guillemets, le plus peur. Mais il y a également la revente de ces données ou l'utilisation de ces données. Et quand on parle par exemple des données personnelles de santé, ça va être par exemple pour faire de la fraude à l'assurance maladie, etc. Ça peut être utilisé dans ce sens-là. C'est-à-dire fabriquer des fausses cartes éventuellement, cartes vitales. Faire des fausses prescriptions et après récupérer l'argent de faux médicaments par exemple. D'accord, voilà. Ah oui, c'est vrai, ça va vraiment hyper loin. En quoi justement le système de santé, le domaine de la santé est particulièrement vulnérable aux cyberattaques ? Pourquoi c'est celui-ci qu'on vise ? J'ai une réponse, effectivement. En fait, comme on le disait, aujourd'hui, le domaine de la santé s'est numérisé beaucoup après le Covid, parce que justement, on avait besoin de plateformes, on avait besoin d'accès à ces résultats en ligne, on avait envie d'avoir de plus en plus de choses facilement accessibles sans avoir besoin de morceaux de papier. Et donc, on a ouvert les systèmes des hôpitaux, des établissements de soins dans leur globalité vers Internet. Et de cette exposition découlent des risques qui sont considérés par les hôpitaux, des fois qui sont acceptés, des fois qui sont même inconnus. Ça dépend vraiment. Et donc aujourd'hui, une bonne technique pour les hôpitaux, c'est de savoir comment réduire cette surface. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, elle est très exposée. Et pourquoi les hôpitaux sont ciblés ? C'est parce que c'est une cible assez facile. C'est facile, ouais. C'est on va voir pourquoi, justement. Si je peux rebondir, donc en fait, on a différencié après établissements de santé. Donc, on a des établissements avec des DSI ou des personnes qui sont responsables de la sécurité. C'est le début pour eux, entre guillemets. Les grosses entreprises, elles se sont commencées à se faire attaquer beaucoup plus, il y a beaucoup plus longtemps et on mis en place des mesures déjà qui étaient existantes. Et pour le personnel, donc du coup aussi dans ces hôpitaux ou alors pour des EHPAD ou pour alors des services de soins infirmiers à domicile, etc. Ils n'ont pas les moyens, en tout cas aussi humains après ou en termes de compétences pour pallier à ces cyberattaques. C'est pas leur métier premier, on va dire. Et autre chose, c'est quand on attaque ces systèmes-là,
on va avoir une notion d'urgence qui est plus importante pour les hôpitaux. Bien sûr. Si vous coupez le service, vous pouvez avoir une perte de chance, vous pouvez impacter des personnes, des humains, et donc on va avoir plus tendance à vouloir payer une rançon, ou alors c'est ça, à financer en tout cas l'activité criminelle. Et j'imagine qu'à partir du moment où on paye une rançon, bah, ça ne s'arrête pas, quoi. Ça peut revenir toutes les semaines, tous les mois. C'est le principe mafieux par excellence. Alors en France, on ne paye pas les rançons. L'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est assez clair là-dessus. C'est on va faire sans payer la rançon, parce que c'est rentré dans un engrenage, effectivement, extrêmement néfaste, parce que il a payé une fois, il paiera Évidemment, c'est 50 vieux fois. comme le monde. Donc non, il va falloir faire sans, effectivement. Des fois, le coût est supérieur à la rançon, mais surtout, on va repartir sur de meilleures bases. Et c'est là que des prestataires de réponse à incidents de sécurité ou même les CERT nationaux, comme celui dans lequel je suis, eh bien, on vient pour aider dans cette urgence. Et il faut savoir que dans le cas des rançongiciels, ce qui est souvent le plus impactant pour les établissements, c'est pas un sprint. On va partir sur un marathon, on va se voir pendant quelques semaines avec l'établissement, et on va tout faire pour que au niveau du patient, ça se ressente le moins. Donc effectivement, le rançongiciel est pour nous un vrai risque, et il faut vraiment aujourd'hui qu'on réussisse à endiguer cette mode qui pour nous est un problème. Mais sur les dernières années, si on suit les chiffres, reste assez stable. On n'a pas de gros pics d'évolution sur le ransomware en santé, parce que aussi les établissements ont pris la chose en main depuis que ce soit Versailles ou Corbeil-Essonnes. J'imagine les logiciels aussi. Tout à fait, Évidemment. bien sûr, les logiciels. Et après, voilà, c'est un hôpital ou un établissement de santé peut avoir différents entre guillemets dispositifs médicaux ou différents systèmes qui sont exposés. Nous, on va traiter des données un peu spécifiques pour les hôpitaux, mais c'est pas forcément leur usage premier, en tout cas directement sur le patient. Alors on va essayer de mettre les pieds dans le plat pour qu'on comprenne bien, puis que nos auditeurs qui sont justement potentiellement attaquables ou qui ont peut-être déjà été attaqués, qu'est-ce qui se passe quand on subit... D'abord, comment on se rend compte qu'on subit une attaque? Quentin. Alors, il y a C'est plusieurs. qu'on appelle alors. Alors, en général, il faut s'en rendre compte avant de nous appeler. Ouais. Des fois, on a des indices où on est dans un faisceau de certes différents. On est lié à d'autres agences d'État qui vont nous dire voilà, on a pu remarquer des choses, des trafics anormaux, parce que certains réseaux sont monitorés. Qu'on peut penser par exemple à Renater, qui est le réseau des universités, où ils peuvent nous dire voilà, on a vu une communication un peu bizarre, contactez-les. Donc, on a déjà découvert des attaques comme ça, des fois par d'autres agences qui nous disent allez voir, vous découvrez peut-être des choses. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'attaque, en fait, c'est ça. En général, ceux qui essayent. il y a ceux qui essayent, il y a ceux Ouais. qui réussissent. On peut prendre des cas sur lesquels on a déjà vulgarisé, sur lesquels on a présenté. Le CHU de La Réunion, voilà, c'est une tentative qui a été arrêtée assez tôt parce que ça a été vu dans le système. On est arrivé à temps, on a bien sûr bloqué le système préventivement. Donc là, on crée de l'impact dans les services, mais c'est surtout un moindre mal par rapport à ce qui pourrait se passer. En fait, l'attaquant, il fonctionne en plusieurs étapes. Il va faire une découverte du système. Donc en gros, depuis l'extérieur, ce qu'il peut voir. Ensuite, il arrive sur le système souvent peu privilégié. Donc c'est un utilisateur normal. Ensuite, il va monter administrateur. Et souvent, depuis l'administration d'une machine, après, il y a le Graal, c'est les clés du royaume, quoi. C'est l'administrateur de domaine. Quand il a ce privilège-là, pour nous, c'est game over. Il a toutes les clés, en fait. Ouais, c'est ça. On recrée à côté une enceinte de confidentialité, parce que à partir du moment où il a ce niveau de droit, il va lancer son chiffrement et il va pouvoir le déployer partout sur le système. Et là, comment on s'en rend compte? C'est les personnels dans les services Ils peuvent plus rien qui vont faire. nous dire en fait je clique, mon application elle démarre plus, mon fichier ça me dit qu'il est chiffré. Des fois ils changent les fonds d'écran pour dire voilà, vous êtes fait hacker, je suis le groupe X, Y ou Z. On va Comme dans les profiter. films. Exactement. En réalité, Tête sur de la mort, partie, et ouais, il y en a qui le font. Ça fait un choc D'accord. en plus pour les personnels et ça crée un peu une désorganisation. Ça crée une sidération assez longue pour l'établissement. Et donc là, c'est là qu'on intervient et qu'on dit voilà, il s'est passé ça. On va chercher comment ils sont arrivés. On va chercher tout ce qu'on appelle la route cause, le point zéro d'entrée. Et on va essayer de tirer le fil de l'histoire. Mais dans tous les cas, quand l'administration de domaine a été touchée, c'est assez difficile de
nettoyer les dégâts, il vaut souvent mieux repartir sur une architecture propre à côté. Comment ça se passe? Tous les établissements connaissent votre numéro, Quentin? Alors, votre mon numéro mail perso, non. On a Et donc le effectivement... 06. Exactement. On a donc un numéro de standard. L'appel sera qualifié par ce qu'on appelle notre N1. C'est un accueil cyber. Ils ont des compétences cyber. Et donc après, ils vont nous contacter, nous, en fonction du type d'attaque. On peut avoir du phishing, on peut avoir de l'arnaque au RIB, faire changer le RIB Bien et sûr. le rediriger. On a vraiment beaucoup de typologies d'attaques, mais dès que ça va parler de ransomware ou d'atteinte au système, qu'on pense que l'attaquant puisse avoir un pied dans le système, on va déclencher donc notre support niveau 2. C'est des grands mots, hein. Mais donc là, il y aura une équipe un petit peu plus technique qui va prendre contact donc, quand c'est un gros établissement avec le RSSI ou la DSI de l'établissement, le plus vite possible. Et quand c'est un petit EHPAD, par exemple, des fois on a directement la direction, donc c'est plus difficile. Il va falloir réussir à convoquer le prestataire informatique pour voir ce qui se passe, parce que nous, on fait nos actions principalement à distance. Et donc, on les guide. Et puis après, quand il y a des outils qui nous permettent, nous, depuis chez nous, depuis nos bureaux, de prendre la main sur le système, on le fait de plus en plus. C'est-à-dire de regarder des outils, des dashboards et faire des recherches nous-mêmes dans les systèmes de nos bénéficiaires pour savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il faut que tous les établissements aient un responsable sécurité informatique? Idéalement, oui. Parce que très souvent, quand ils sont petits, ils n'ont pas forcément les moyens. C'est-à-dire que très souvent, ils sous-traitent. Tout à fait. Il y a même, je crois qu'une volonté, même globalement, on voit plutôt de rassemblement dans le cadre de ces établissements pour qu'ils aient peut-être un responsable de la sécurité partagé, en tout cas, qui puisse harmoniser les pratiques ou vérifier la mise en place de bonnes mesures de sécurité ou être capable de répondre lorsqu'il y a un incident et après de gérer la partie soit investigation, soit gestion de crise au sein des établissements dans son périmètre. Pardonnez la question de béotien qui va suivre, d'un gars qui est plus vieux que vous et qui ne connaît strictement rien, mais comment ça se fait qu'il n'ait pas, je ne sais pas, un ordinateur avec tous les jours, ils mettent, je sais pas, ils enregistrent tous les jours les données et puis si le serveur plante ou se fait hacker, c'est pas grave, on débranche et on rebranche sur l'autre. C'est bête comme question peut-être. Eh bien parce que c'est un travail super lourd si vous le faites par des clés USB. Des fois vous avez même un disque dur, vous avez des tonnes de gigas, donc des fois c'est plus long de sauvegarder que le temps d'une journée sur certains systèmes vraiment qui ont des données lourdes. Et puis souvent on l'automatise. Alors quand on l'automatise, on crée un compte. On crée un compte dans l'Active Directory, donc l'annuaire. Et donc, s'il est administrateur de cet annuaire, il a accès aussi à cet ordinateur et il va aller chiffrer ses données. Donc, dans ce cas-là, à part la sauvegarde externe, c'est-à-dire sauvegarder et le donner à un tiers, en gros, je le mets au coffre chez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas beaucoup de systèmes de sauvegarde qui sont robustes. Souvent, ils sont connectés par un connecteur AD. Et donc, ce compte qui a été volé, c'est un peu technique, mais permet d'aller chiffrer la donnée technique de sauvegarde. Donc, dans ce cas-là, il y a vraiment ce qu'on appelle la sauvegarde 3-2-1, 3 sauvegardes. Oui, comme on fait avec les disques durs chez nous, il en faut 3, voilà, un chez les parents, un chez machin, au cas où il y a le feu. Voilà, c'est le système de sauvegarde qui va permettre le plus de s'en sortir et de repartir le plus vite. Donc voilà, la sauvegarde, c'est le point qui vous permettra de vous remettre le plus vite possible d'une attaque rançongiciel. Donc ça, c'est extrêmement important à savoir. On en reparlera, de toute façon, on fera une émission sur la prévention, mais ça, on en reparlera après. Mais quels sont les types les plus courants de cyberattaques? Parce que j'imagine que c'est pas du ransomware ou de rançongiciel, je sais pas comment on dit. Ça dépend si on parle en français ou en anglais. Ouais. En tout cas, il y a plusieurs vecteurs d'intrusion. Premier, pour entrer dans une entreprise, le premier, c'est le phishing, donc c'est le fait d'utiliser l'ingénierie sociale. Donc quand je reçois un mail, vous recevez un mail, vous cliquez, soit vous rentrez votre identifiant mot de passe, voilà, vous vous faites avoir, vous mettez votre numéro de carte bleue pour un particulier ou je ne sais autre, ou alors vous cliquez sur la pièce jointe et en fait non, c'est pas un simple Excel, c'est un malware. Je vous arrête exprès, mais là, tout le monde connaît. Normalement, tout le monde sait que ça existe. C'est pas normal que ça puisse encore exister. Eh bien si, c'est vraiment le premier vecteur d'intrusion, c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est compréhensible. Aujourd'hui, quelqu'un qui est à l'accueil d'un hôpital peut recevoir 200, 300 mails par jour, et donc dans la masse, une fois de temps en temps, ça passera, et dans la sécurité, c'est que la fois où ça passe, c'est catastrophique. Donc en fait, la problématique numéro 1, c'est l'humain, en fait. C'est l'humain, ce serait une IA qui gérerait ce genre de choses, il y aurait peut-être moins de soucis. C'est ce qu'on dit.
Ça se conjugue aussi. C'est ce qu'on dit, que c'est le maillon faible, entre guillemets. Le maillon faible, ouais, c'est ça. Le maillon faible. C'est un maillon faible. Après, dans les établissements de santé, au manque de moyens humains font qu'aussi il y a tout ce qui va être vulnérabilité logicielle. On peut parler dernièrement des grosses vulnérabilités qui sont sorties sur des produits VPN. Expliquez peut-être parce que les VPN, c'est ce qui vous permet donc de travailler de chez vous et de vous connecter donc à un réseau virtuel qui fait que vous êtes comme dans l'entreprise. C'est ça. Mais voilà, si des attaquants peuvent eux aussi être comme dans l'entreprise, ils ont déjà un pied dans le système. Et donc, le télétravail, c'est peut-être même déjà un vecteur, le premier c'est vecteur une ouverture, problème. c'est une ouverture sur l'extérieur. Et donc, c'est ces points d'entrée VPN qui, justement, permettent dans 99% des cas le télétravail. Parce que beaucoup de gens ont encore des applications qui ont besoin d'avoir un VPN ou même... tout n'est pas dématérialisé en ce qu'on appelle SaaS sur des plateformes dédiées. Ça fait que c'est un point d'entrée qui est super important. Donc là, pour patcher ce genre de mise à jour, de vulnérabilité, c'est une mise à jour qui aujourd'hui n'est pas sortie. Il y avait eu un patch dans les quelques heures qui sont sortis. Mais il faut une réactivité à 24 heures parce qu'après c'est trop tard. Et là, pour certains établissements, et puis plus on attend, c'est le cas. C'est ça, plus on attend, pire c'est. Donc des fois, on voit encore aujourd'hui dans des établissements des vulnérabilités de 2021 qui ne sont pas patchées. Donc je suis bientôt chauve, quoi. Ça va, il vous en reste encore un peu. On a des exemples d'entreprises ou d'établissements, justement, on ne va pas citer de nom, mais pour qu'on se rende compte un peu de ce qui s'est passé. On a des exemples, il y en a même sur lesquels on a vulgarisé et on a fait des présentations. Effectivement, on a un cas d'un firewall, donc d'un VPN qui n'a pas été mis à jour assez vite. Et donc tous les serveurs métiers se sont retrouvés chiffrés, donc on nous a appelés en nous disant... on n'a plus accès à beaucoup de données. Heureusement, la secrétaire a coupé la baie réseau, donc ça n'a pas eu le temps de se latéraliser sur toutes les machines. Mais effectivement, le fait que ça rentre par une vulnérabilité logicielle non patchée, c'est plutôt courant. Donc, mettez à jour vos équipements personnels, vous, à votre titre en tant qu'utilisateur. Et pour tout ce qui va être le matériel professionnel, les équipes des DSI ou des prestataires informatiques s'en chargent le plus vite possible. Et là-dessus, il y a un point important, c'est que il faut contractualiser cette mise à jour avec son prestataire informatique pour les plus petits établissements qui ne le font pas eux-mêmes. Comme ça, ils ont un suivi des mises à jour le plus rapidement possible. Quand on se rend compte qu'il y a une attaque et qu'on a un ordinateur portable, par exemple, on peut vite couper la connexion Internet, couper le Wi-Fi, ou je ne sais pas, est-ce que ça protège, ça ? Oui, tout à fait. Enfin, c'est la première, en tout cas, la première chose qu'on voit, ce qu'il faudrait faire en termes de réflexe, en effet, c'est couper... entre guillemets, isoler son matériel informatique dès qu'on voit qu'il y a un système, qui est en tout cas ou qui correspond pas à une attente, qui répond pas à son usage habituel, et prévenir donc du coup forcément sa DSI, son responsable de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il y en a un, et donc être capable d'alerter au plus vite via, si on a un outil de ticketing par exemple, si on a, ou directement appeler. Un outil de ticketing, c'est un système qui permet de gérer donc les différentes demandes des utilisateurs ou d'alerter si jamais il y a quelque chose qui se passe. D'accord. Il faut en fait prévenir les équipes opérationnelles du fait qu'il y ait quelque chose de malveillant ou de potentiellement malveillant, même si c'est juste un événement. Il ne faut pas avoir honte, se dire qu'est-ce que c'est. Il ne faut pas attendre. Il vaut mieux couper, prévenir son équipe opérationnelle, qui puisse investiguer après. Et après, ça permet d'éviter en tout cas le fait que s'il y a un virus, par exemple, qui se propage partout dans le réseau, et c'est pareil pour les serveurs, etc. Il vaut mieux couper que prévenir que guérir. Et dans les mauvaises pratiques des utilisateurs, je pense qu'on a plus d'utilisateurs que de DSI dans les auditeurs. Ah oui. C'est important de ne pas sauvegarder votre mot de passe dans tout ce qui vont être les gestionnaires de mots de passe, entre grands guillemets, de Chrome, de Firefox, de Safari, enfin de votre browser, parce qu'en fait, souvent, ils sont stockés en clair, et la mode actuellement, c'est ce qu'on appelle les info-stealers. Donc, vous téléchargez un logiciel, une pièce jointe. Beaucoup en ce moment, ça arrive par les logiciels craqués. Mais si vous avez, par exemple, mélangé vos usages personnels et professionnels et que vous avez mis des identifiants professionnels sur votre ordinateur personnel, vous avez envie de craquer un logiciel randomly, genre Photoshop. Ce qu'il ne faut évidemment pas faire. Il ne faut pas faire acheter vos logiciels. Les éditeurs ont besoin. Mais en vrai, c'est un énorme risque personnel parce qu'ils vont peut-être récupérer vos identifiants à la banque. Aujourd'hui, les banques se prémunissent de ça avec le 2FA, donc la
multiplication Ouais. des facteurs. Vous allez devoir rajouter un code C'est assez fatigant, mais ça protège. c'est quoi. vraiment la meilleure Ouais. solution pour se protéger contre le vol de mot de passe. Et donc, non, faut pas du tout mélanger ces utilisations perso et professionnelles sur les ordinateurs. Et surtout, il faut jamais stocker ces mots de passe dans des choses, des gestionnaires de mots de passe un peu simples, où il n'y a pas ce qu'on appelle un master password, donc un mot de passe maître que vous devez à chaque fois taper pour déchiffrer vos mots de passe. Et donc là, il y a plein de solutions commerciales ou non qui vous permettront d'avoir vos mots de passe D'accord. dans des coffres en sécurité. Je connais que Safari, mais Safari Ah, a non. un mot de passe, a un mot de passe à la base pour y accéder. Par exemple, je dois mettre mes yeux là. Alors oui, sauf que quand l'outil de récupération de mots de passe va le faire, vos mots de passe sont déchiffrés parce que vos yeux auront déchiffré les mots de passe et donc ils pourront accéder aux mots de passe D'accord. en clair. Nous aussi, on a vu ça. Enfin, c'était un gros chantier qu'on a mené dans l'entreprise. On a fait en sorte qu'il n'y ait plus de mots de passe aussi dans les navigateurs. Chez Arch, hein. Donc chez Arch MC2, tout à fait. Mais alors pour les personnes, parce qu'on a beaucoup de salariés en fait qui travaillent chez nous et qui sont qui sont pas forcément techniques ou de la DSI, etc. Et donc on a dû promouvoir ce type d'outils justement pour que les gens remplissent leur mot de passe et qu'ils les gèrent personnellement et qu'ils soient plus sécurisés. Donc on a un gestionnaire de mot de passe qu'on utilise, qui est gratuit et qui passe XC et que je préconise d'ailleurs pour votre usage personnel à l'ensemble des auditeurs. Donc, il s'appelle comment? Qui passe XC pour le Qui coup. passe? XC pour le D'accord. c'est Ok, ça c'est bon à savoir. Et évidemment, le truc à pas faire, c'est garder le même mot de passe pour tous. Partout, tout à Bien fait. sûr, évidemment. Un compte pour chaque compte différent. Un mot de passe différent. par. Et surtout, ne pas connaître ses mots de passe. L'avantage du gestionnaire de mots de passe, moi je suis un exemple assez simple, je connais le mot de passe de mon gestionnaire de mots de passe. Je connais le mot de passe de ma session Windows, que ce soit personnel ou de travail, c'est pas le même. Et après, je ne connais aucun autre mot de passe. C'est-à-dire qu'on peut me torturer autant qu'on veut. À part si j'ouvre mon gestionnaire de mots de passe, je ne peux pas connaître mes mots de passe. D'accord. Je ne cherche même pas à les retenir. Donc ils vous couperont les doigts pour avoir accès à. Exactement, c'est la meilleure technique. C'est magnifique, c'est de mieux en mieux. Tu as J'adore bien cette raison. émission. Quentin, les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés justement au moment de la gestion d'une cyberattaque Le manque de connaissance du système d'information par l'équipe technique c'est ça. elle-même. C'est des systèmes qui des fois grandissent depuis 20 ans ou qui ont été gérés par différents prestataires et personne dans le métier de l'informatique n'aime faire de la documentation, donc personne n'a jamais rien documenté. C'est toujours un gros chantier, mais effectivement, face à une cyberattaque, si vous connaissez connaissez-vous vous-même avant de connaître. Ouais. Voilà, c'est vraiment le truc le plus important, c'est de se connaître soi-même, donc de connaître son système. Et souvent, on va en plus avoir un impact moindre, parce qu'au lieu de se couper tous les membres, on va couper que celui qui est infecté quand il n'est pas trop tard et que tout n'est pas généralisé. Ça, dans un hôpital, ils devraient comprendre. Ils devraient le comprendre, ils le Ouais. comprennent même, hein, ils en sont tout à fait au courant, c'est juste que c'est un travail monstrueux. Puis plus le système est grand, plus c'est complexe. Et puis après, il faut gérer avec les différents acteurs qui interviennent. Ils ont des prestataires, ils ont des éditeurs différents avec des sensibilités à la sécurité plus ou moins grandes. Et donc, il faut qu'ils conjuguent avec tout ça. Et donc, quand on les a en incident, des fois, on a envie de leur râler dessus, mais on connaît leur réalité. Oui, bien sûr. Et donc, c'est pas si simple que ça. Effectivement, ça reste la population entre ceux qui connaissent absolument rien et puis ceux qui sont très férus. évidemment. Exactement. À long terme, l'un et l'autre, vous pensez que les cyberattaques dans ce secteur vont s'amplifier ou vont rester assez stables? Aujourd'hui, ce qu'on voit principalement sur les menaces, c'est aussi la France en tout cas est engagée aussi politiquement et la cible de déstabilisation politique, et ça se traduit aussi donc par des cyberattaques qui visent donc principalement donc soit des établissements de santé, soit des collectivités, soit des systèmes administratifs ou des grandes entreprises françaises. Et donc on voit aujourd'hui qu'en tout cas ça se relâche pas, et notamment là, avec la guerre aussi, notamment donc on a vu là, donc on parlait de l'Ukraine, donc les Russes qui attaquent régulièrement, mais c'est le cas aussi de l'Iran par exemple en ce moment, on reçoit pas mal de cyberattaques. En fait, la géopolitique impacte fatalement. Ouais. Les cyberattaques, et après il y en a d'autres qui sont pas dans notre secteur, mais qui font aussi qui ont toujours entre guillemets qui sont d'actualité, c'est donc le cyberespionnage, etc. Qui va impacter plutôt les industries, notamment quand il y a des secrets professionnels, etc., ou des contrats importants donc en avance. Donc il y a des choses qui... le milieu, il bouge beaucoup. On fait beaucoup de veille sur les différentes menaces qui existent. Et donc du coup, il faut être aussi vigilant et être prêt à être réactif, en tout cas justement s'il se passait quelque chose dans les prochaines années à venir ou dans les prochains...
les temps à venir en tout cas. Quentin, les meilleurs au monde de cyberattaques, c'est qui? Enfin, les pires, les plus dangereux, c'est quoi? C'est la Chine, c'est l'Iran, c'est les Russes, c'est qui les Chacun meilleurs? dans son domaine, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de plus mauvais. En France, on fait très peu d'attributions, on ne cherche pas spécialement parce qu'en plus, ils ont une tendance à se faire passer pour d'autres. Ouais, ben, en plus. C'est le jeu, hein. On va mettre des commentaires en russe si on est chinois, on va mettre des commentaires en chinois si on est russe dans le code. C'est logique. C'est le jeu. On est plutôt bon, nous, en défense? Alors on fait tout ce qu'on peut, on est déjà structuré, on a des certes, on a un CERT national qui est le CERT-FR de l'ANSSI, après on a des certs sectoriels, on en a par exemple pour le maritime, on en a d'autres pour la caisse d'assurance maladie, nous pour la santé. On a donc des certs sectoriels publics, après il y a les certs régionaux qui sont en train de se déployer, et puis après il y a une labellisation qui est le PRIS, qui est géré par l'ANSSI aussi, c'est le prestataire de réponse à incidents de sécurité, donc on a déjà mis en place beaucoup de choses pour pouvoir être le plus efficace possible. Et donc, dans un premier temps, on voulait être excellent sur la réponse. Maintenant, on voudrait juste ne plus avoir besoin de faire de réponse. Évidemment. Et donc, on améliore nos moyens de détection. Nous, par exemple, au CERT Santé, on a vraiment augmenté notre capacité à détecter dans notre périmètre de bénéficiaires quelles vulnérabilités ils ont. Et aujourd'hui, des fois, moins de 24 heures après la publication d'une vulnérabilité, on est capable de leur dire, voilà, vous êtes vulnérable à telle vulnérabilité sur telle machine, et le patch, c'est ça, et on leur donne même la démarche pour que, en gros, dans un mail, ils sachent tout ce qu'ils doivent faire. Et donc, c'est une sorte d'audit, en fait, qu'on comprenne bien que vous faites en avance. C'est du scanning qu'on fait en avance, ce qui nous permet de savoir tous les produits qu'ils ont. Nous, on se base nous-mêmes sur un produit grand public en vente, et après, on fait de l'intelligence dessus pour savoir cibler tous nos bénéficiaires. Donc, tous nos bénéficiaires, principalement les plus gros, ceux qu'on connaît bien. Aujourd'hui, on en fait la liste et on continue de les lister. Donc, on a tout ce qui va être les CH, donc les centres hospitaliers, mais il y a aussi les EHPAD, les ESAT, partout où il y a du soin, en fait. Et donc, on a plus de 33 000 bénéficiaires, donc c'est monstrueux. Il y a de quoi faire, je comprends l'histoire des cheveux. On est d'accord qu'il vaut mieux prévenir que de vous appeler en pompier. Exactement, il vaut mieux qu'il n'y ait pas le feu avant. Ouais, Il vaut mieux qu'il n'y ait pas le feu que de nous appeler. Et puis après, quand on nous appelle, on fait tout pour que ça se passe bien techniquement. Donc on peut nous déployer des moyens techniques. Mais on est là aussi pour la gestion de la crise elle-même. Parce que c'est souvent difficile à encaisser pour les dirigeants. On peut être directeur endurci à la crise dans les urgences. Mais la crise cyber est toujours très différente. Elle fait très peur. On se et sent surtout, démunis, en fait. parce que, on se dit... je peux rien faire, quoi. C'est ultra compliqué. Et souvent, l'outil qu'on a envie d'avoir, c'est l'informatique pour se sauver. On se dit, on a l'informatique auquel on peut se rattacher, et là, plus rien n'est de confiance. C'est assez difficile pour eux, mais ça se gère toujours bien au final. Est-ce qu'il faudrait quoi? Il faudrait tout imprimer tous les jours pour avoir... Ce serait presque l'idéal, mais c'est pas bon pour les arbres. Mais on est d'accord. On parlait tout à l'heure des sauvegardes. Déjà, premièrement, avoir des sauvegardes et puis surtout être capable de vraiment d'isoler. Je dirais en premier lieu de détecter les incidents au plus vite, donc d'avoir des systèmes de surveillance, des systèmes d'antivirus même qui peuvent remonter des alertes sur une centrale, sur un dashboard, etc. et qu'on puisse du coup être capable d'isoler après le système qui est considéré comme compromis. Le fait qu'on prévienne au plus vite les équipes opérationnelles, comme je disais tout à l'heure. Et donc ça, c'est aussi un petit réflexe à avoir. Et après, il faut que l'établissement ou l'entreprise soit préparé donc, à cette crise et qu'il soit capable de répondre dans les plus brefs délais. Connaître le numéro du CERT Santé, tout à fait, par exemple, et de savoir comment on peut les joindre. C'est des choses qui sont primordiales et qui permettent de gagner de précieuses heures avant que la cyberattaque prenne plus d'ampleur et qu'il y ait plus d'impact pour les personnes qui sont impactées. Appelez les pompiers en premier lieu, c'est-à-dire vous, le CERT Santé. Mais il y a même des petites choses à mettre en place. C'est s'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ça sent l'odeur de gaz, je vais aller couper quoi qu'il arrive. C'est mieux de le faire avant et on peut souvent juguler une attaque par des bons réflexes. Donc dès qu'il y a un doute, c'est pas bon pour les équipes support de dire ça, mais c'est mieux pour les équipes sécu, c'est de poser la question de c'est bizarre ça. Et plusieurs fois, on a eu des signaux faibles de cyberattaques détectés par des utilisateurs qui en fait ont vu des micro-signaux et en discutant en fait avec leur équipe A6 ont permis de stopper quelque chose de plus gros. Donc par exemple l'installation de logiciels qui ne sont pas habituels. C'est souvent les logiciels de prise en main à distance du type Anydesk, TeamViewer, VNC. Et donc c'est ce que s'ajoute sur un poste les utilisateurs pour revenir plus tard. Les attaquants pour revenir plus tard si... Donc au moindre doute,
Il vaut mieux vous appeler même si c'est... Pas nous appeler nous, Ah, déjà il y a appeler l'équipe ASI Oui. quand il y en a une, et cette équipe ASI, si elle ne sait pas qualifier la chose, elle remontera vers nous, et nous on n'a aucun mal à répondre par mail. Des fois on a besoin de juste répondre à un mail, et c'est terminé. Et des fois on a besoin de mois entiers, parce qu'il est trop tard. Donc je préfère répondre à un mail, ou toute mon équipe aussi, pour dire voilà, c'était pas grave, que de devoir rentrer dans un scénario de crise qui est bien plus lourd pour tout le monde. C'est très clair. Quentin, Victor, vous êtes formidables tous les deux. Victor, je vous propose de nous retrouver pour parler prévention cette fois. Comment prévenir une cyberattaque? Ce sera pour la prochaine émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur arch-mc2.fr et les principaux podcasteurs. N'hésitez pas à nous laisser vos messages sur notre compte X, @arch-mc2. La suite au prochain numéro, comme je le disais, nous resterons dans le même thème avec la prévention des cyberattaques. C'est toujours aussi important, bien sûr.